Jean-Pierre se réveillait avant le soleil, comme chaque jour. L'air matinal de Paris était froid, mais il y était habitué. Avec des mouvements lents mais précis, il se leva de son lit de fortune sous un pont et commença à organiser ses quelques affaires. Son trésor le plus précieux était un vieux chariot, patiné mais toujours fonctionnel. Avec un soupir, il la prépara pour une autre journée de travail. Alors qu'il marchait dans les rues désertes, le silence n'était rompu que par le bruit de ses pas et le tintement occasionnel des canettes à l'intérieur du chariot. Jean-Pierre sait que la ville va bientôt se réveiller et qu'il devra faire face à des regards curieux et souvent dédaigneux. Mais il avait un objectif clair, collecter suffisamment de canettes pour les vendre et assurer sa survie. Alors que le soleil commençait à apparaître à l'horizon, Jean-Pierre arriva sur une place très fréquentée. Les enfants couraient et jouaient, leur rire remplissant l'air d'une joie contagieuse. Certains d'entre eux, déjà familiers avec la silhouette du vieil homme, coururent vers lui. « Bonjour, monsieur Jean-Pierre » a crié une petite fille aux cheveux bouclés. Jean-Pierre sourit en lui faisant un signe de la main. « Bonjour, petite Marie. Comment est aujourd'hui ? » « Très bien. » répondit-elle avec un sourire radieux avant de retourner jouer avec ses amis. Ces petits moments de gentillesse ont été un baume pour Jean-Pierre. Il savait que tout le monde en ville n'était pas aussi gentil. Peu de temps après, une voix familière et désagréable se fit entendre. « Regardez qui est là, notre collectionneur de canettes préféré !» a crié François, un homme arrogant qui dirigeait un groupe d'amis tout aussi irrespectueux. Jean-Pierre gardait la tête haute et essayait d'ignorer les railleries. François et ses amis se mirent à le suivre, se moquant de son apparence et jetant des bouteilles sur le chariot. L'un d'eux a failli le toucher à l'épaule. « Est-ce que tu t'en lasseras un jour, François ?» murmura silencieusement Jean-Pierre tout en poursuivant sa tâche. François, voyant que ses provocations n'avaient pas l'effet escompté, multiplia les insultes. « Et, mon vieux, pourquoi ne trouves-tu pas un vrai travail ?» a-t-il crié en riant avec ses amis. Jean-Pierre n'a pas répondu. Il savait que toute interaction ne ferait qu'empirer la situation. Au lieu de cela, il s'est concentré sur les canettes et les bouteilles, se concentrant sur sa tâche avec une dignité que peu de gens pouvaient comprendre. Alors que la journée touchait à sa fin, Jean-Pierre regagnait son abri sous le pont. Il s'assit sur le sol froid et commença à compter les canettes ramassées, séparant les bouteilles jetées par François et son groupe. Malgré toutes les difficultés, il éprouvait une petite satisfaction de constater qu'il avait ramassé une bonne quantité de matière recyclable. Alors que l'obscurité enveloppait la ville, Jean-Pierre leva les yeux vers le ciel étoilé et s'accorda un moment de réflexion. Il savait que sa vie n'était pas facile, mais il a conservé une résilience et une dignité que personne ne pouvait lui enlever. « Demain est un nouveau jour », se murmura-t-il en fermant les yeux et en se laissant enfin submerger par la fatigue. Et ainsi, avec le doux bruit de la Seine en fond sonore, Jean-Pierre s'endormit, prêt à affronter une nouvelle journée dans les rues de Paris. Jean-Pierre, dans sa veillée solitaire sous le pont, était souvent assailli par des souvenirs d'un passé lointain, où sa vie était marquée par le confort et la sécurité. Il se souvient très bien de sa maison confortable, remplie de livres et de tapis douillets, et de sa femme, Marie, qui l'attendait toujours avec un sourire chaleureux. Cependant, tout cela a été tragiquement perdu dans un incendie dévastateur qui a non seulement détruit leur maison, mais a également coûté la vie à Marie, laissant Jean-Pierre désolé et sans direction. Alors qu'il se remémore cette époque, une jeune journaliste nommée Sophie, qui observe Jean-Pierre de loin depuis quelque temps, décide qu'il est temps d'en apprendre davantage sur l'histoire de celui qui a éveillé sa curiosité. Sophie avait des cheveux bruns ondulés et des yeux inquisiteurs, portant toujours un cahier et un appareil photo. Ce matin-là, elle suivit discrètement Jean-Pierre alors qu'il poussait sa vieille charrette dans les rues de Paris pour ramasser des canettes. Voyant une opportunité, Sophie s'est approchée avec un gentil sourire et une tasse de café chaud. « Bonjour, monsieur. Puis-je m'asseoir à côté de vous ?» demanda-t-elle en tendant la tasse de café. Jean-Pierre, d'abord réticent, regarda Sophie avec méfiance. « Que me voulez-vous, mademoiselle ?» répondit-il, la voix rauque à cause du temps et de la dureté de la vie dans la rue. « Je veux juste parler. J'ai entendu dire que tu as une histoire intéressante et j'aimerais mieux te connaître, » dit Sophie en s'asseyant à côté de lui. Le café n'est qu'un geste de bonne volonté. Jean-Pierre hésita un instant, mais l'arôme du café chaud et l'expression sincère de Sophie le convainquirent d'accepter. Il prit la tasse et but une gorgée, sentant la chaleur réconfortante se répandre dans son corps. « Très bien, mademoiselle. Que voulez-vous savoir ?» Sophie sourit,
heureuse d'avoir brisé la barrière initiale. J'aimerais bien vous connaître. Qui est Jean-Pierre et comment s'est-il retrouvé ici, dans les rues de Paris? Jean-Pierre soupira profondément, comme s'il exhumait des souvenirs enfouis depuis longtemps. J'étais professeur d'université, vous savez? J'avais une vie confortable, une épouse merveilleuse. Mais tout a basculé une nuit tragique. Notre maison a pris feu et j'ai tout perdu. Marie, ma femme, ne pouvait pas sortir. Tant. Ses yeux se remplirent de larmes en pensant à Marie. Sophie effleura légèrement le bras de Jean-Pierre dans un geste de réconfort. Je suis vraiment désolé pour ta perte. Cela a dû être terrible. Oui, oui, dit Jean-Pierre en s'essuyant les yeux. Après cela, je n'avais plus rien. Pas de maison, pas de famille, pas de travail. Je me suis retrouvé dans la rue. Mais malgré cela, je n'ai jamais perdu ma dignité. Je fais ce que je peux pour survivre, en ramassant des canettes. Sophie, touchée par l'histoire et la résilience de Jean-Pierre, a senti qu'il y avait une histoire importante à raconter. Jean-Pierre, ton histoire doit être racontée. Les gens ont besoin de savoir qui tu es vraiment et ce que tu as vécu. Puis-je écrire sur toi? Je te promets que ce sera avec le plus grand respect et dignité. Jean-Pierre regarda Sophie un long moment, évaluant ses intentions. Finalement, il hocha lentement la tête. Très bien, mademoiselle. Si vous pensez que mon histoire peut faire une différence, qu'il en soit ainsi. Sophie sourit, reconnaissante de la confiance de Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Je ferai de mon mieux pour raconter votre histoire avec équité et honnêteté. Sophie commence alors à écrire chaque détail de la vie de Jean-Pierre, depuis ses années d'enseignant jusqu'à la tragédie qui l'a emmené dans la rue. Elle savait qu'elle avait une grande responsabilité entre ses mains, mais elle était déterminée à rendre justice à l'histoire d'un homme qui, malgré toutes les adversités, est resté résilient et digne. Alors que le soleil se couchait sur Paris, Jean-Pierre et Sophie continuaient à discuter, construisant un pont entre leur passé douloureux et l'espoir d'un avenir où leur histoire serait enfin entendue et comprise. François se promenait ce matin-là précipitamment dans les rues de Paris, comme chaque jour, quand quelque chose attira son attention dans un kiosque à journaux. Le titre portait le nom de Jean-Pierre, le vieil homme que lui et ses amis ridiculisaient souvent. Curieux, François en achète un exemplaire et se met à lire en marchant. L'article, rédigé par Sophie, décrivait la vie de Jean-Pierre avec une délicatesse à laquelle François ne s'attendait pas. Jean-Pierre n'était pas qu'un simple collectionneur de canettes. C'était un professeur d'université renommé, connu pour son intelligence et sa gentillesse. Sa vie a radicalement changé après qu'un incendie dévastateur a détruit sa maison et tout ce qu'il possédait. Sans famille ni amis vers qui se tourner, il s'est retrouvé dans la rue, où il a tenté de survivre dans la dignité. François s'arrêta de marcher, le journal tremblant dans ses mains. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le quartier. Ceux qui voyaient auparavant Jean-Pierre comme un simple collectionneur de canettes le voient désormais sous un nouveau jour. C'était un homme de grande valeur, quelqu'un qui avait apporté une contribution significative à la société avant d'être abattu par la tragédie. François ressentit une vague de culpabilité et de remords. Il se souvenait de toutes les fois où il avait ridiculisé Jean-Pierre en lui jetant des bouteilles et des détritus. Il devait faire quelque chose pour corriger ses erreurs, mais il ne savait pas comment aborder Jean-Pierre. Le même après-midi, François se retrouve devant l'abri de fortune de Jean-Pierre, sous le pont. Il regardait le vieil homme compter ses canettes, comme il le faisait chaque jour. François inspira profondément et s'approcha, hésitant. « Jean-Pierre » a-t-il appelé, la voix pleine d'insécurité. Jean-Pierre leva les yeux, surpris de voir François là, seul et apparemment sans intention de se moquer. « Oui » répondit Jean-Pierre, avec un calme qui désarma François. J'ai lu l'article sur toi, commença François, ne sachant pas exactement comment continuer. Je n'en avais aucune idée. Jean-Pierre restait silencieux, attendant que François trouve ses mots. Je veux dire, je ne savais pas que tu étais professeur. Et qu'il a traversé tant de difficultés, continua François, la voix brisée. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai été cruel avec toi. Je n'aurais pas dû faire ça. Jean-Pierre soupira, ses yeux reflétant des années de douleur et d'expérience. On fait tous des erreurs, François. L'important, c'est ce qu'on fait après les avoir reconnus, dit Jean-Pierre avec une sérénité qui a surpris François. Je veux aider. Je veux faire la paix. Mais je ne sais pas comment,
avoua François, se sentant petit face à la grandeur d'esprit de Jean-Pierre. Jean-Pierre hocha lentement la tête. Il n'est pas nécessaire que l'aide soit grande, François. Parfois, un simple geste peut faire toute la différence. François repart de là avec un nouveau but. Il décide de réunir les voisins pour discuter des moyens d'aider Jean-Pierre. Le soir même, il organise un meeting sur la place centrale. Vous avez tous vu l'article sur Jean-Pierre, commença François, la voix ferme et déterminée. Nous l'avons mal jugé. C'est un homme digne qui mérite notre aide. Les voisins, touchés par l'histoire de Jean-Pierre, ont commencé à suggérer des moyens de soutenir le vieil homme. Certains ont offert des dons, d'autres du temps et du bénévolat. Petit à petit, la communauté s'est rassemblée autour d'un objectif commun, aider Jean-Pierre à sortir de la rue. Le lendemain, François retrouve Jean-Pierre en train de vaquer à ses occupations quotidiennes. Il s'approcha à nouveau, cette fois avec un sourire sincère. « Jean-Pierre, nous sommes tous là pour vous aider. Nous voulons que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, » a déclaré François avec une véritable émotion dans la voix. Jean-Pierre, ému, regardait les visages autour de lui. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un regain d'espoir. « Merci, François. Merci à tous. Cela signifie beaucoup pour moi, » a déclaré Jean-Pierre, les larmes aux yeux. À partir de ce moment, la vie de Jean-Pierre commence à changer. Il n'était plus seul. Il avait toute une communauté prête à le soutenir, ce qui remplissait son cœur de gratitude et d'espoir. François était déterminé à corriger ses erreurs. L'article sur Jean-Pierre résonnait encore dans son esprit, et il savait qu'il ne pouvait plus ignorer le passé. Ce matin-là, il décide d'approcher Jean-Pierre. Il l'a trouvé errant dans les rues de Paris, poussant comme d'habitude son vieux chariot de canettes. « Jean-Pierre, » commença François, hésitant, les mains tremblantes. Jean-Pierre leva les yeux, surpris de voir François s'approcher avec une expression aussi sérieuse et vulnérable. « Puis-je te parler ?» continua François, la voix brisée. Jean-Pierre s'arrêta, s'appuyant contre la charrette et observant François avec curiosité et prudence. Il était inhabituel de voir François sans son air arrogant habituel. « Bien sûr, François. Que veux-tu » répondit Jean-Pierre en essayant de garder sa voix neutre. François inspira profondément, luttant contre la honte et le regret qui le consumaient. « J'ai lu l'article sur toi. Je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais pensé que ta vie serait comme ça. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Pour toutes les fois où je me suis moqué de toi. J'étais un idiot. » Jean-Pierre resta silencieux un moment, absorbant les paroles de François. Il pouvait voir la sincérité dans le regard de l'homme en face de lui. « On fait tous des erreurs, François. L'important, c'est ce qu'on fait après eux, » dit enfin Jean-Pierre, d'un ton calme et compatissant. François hocha la tête, sentant un poids se détacher de ses épaules. « J'aimerais aider. Je ne veux pas que tu continues à vivre comme ça. Pouvons-nous parler aux voisins et trouver un moyen de changer cela ?» Jean-Pierre parut surpris, mais ne refusa pas l'offre. « Si tu penses pouvoir faire quelque chose, je suis prêt à t'écouter, François. » François organise une réunion de voisins, ce qu'il n'a jamais fait auparavant. La nouvelle de l'article s'était déjà répandue dans toute la communauté, et beaucoup étaient curieux d'en savoir plus sur l'homme qu'ils pensaient connaître. La réunion était prévue un samedi après-midi, à la salle communautaire du quartier. « Merci d'être venu, » commença François, étrangement nerveux. « Nous avons tous lu l'article sur Jean-Pierre. Nous avons été ignorants et cruels envers lui, mais nous avons désormais la possibilité de faire les choses différemment. » Les voisins murmuraient entre eux, les uns embarrassés, les autres avec des expressions de culpabilité. Sophie, la journaliste qui a écrit l'article, était également présente et regardait avec intérêt. « Que proposes-tu, François ?» a demandé Madeleine, une femme âgée qui vivait dans le quartier depuis des décennies. « Il faut aider Jean-Pierre à sortir de la rue. Nous pouvons lui offrir du soutien, des ressources, peut-être même lui trouver un endroit où vivre, » a suggéré François, essayant de lui donner confiance. Les voisins ont commencé à discuter d'idées possibles et bientôt une vague de solidarité a envahi la pièce. Madeleine a proposé d'organiser une collecte de fonds. Jacques, un jeune menuisier, propose de rénover un petit appartement inoccupé. Sophie a suggéré qu'il pourrait lancer une campagne de soutien par l'intermédiaire du journal. Jean-Pierre, qui était assis dans un coin, regardait tout avec les larmes aux yeux.
Il n'aurait jamais imaginé que ceux qui le ridiculisaient autrefois se rassembleraient désormais pour l'aider. Je ne sais pas comment vous remercier tout, dit Jean-Pierre, la voix étranglée par l'émotion. Je ne m'attendais pas à ça. Merci du fond du cœur. La réunion s'est terminée par un plan d'action clair. Les voisins étaient déterminés à donner une nouvelle chance à Jean-Pierre et il sentit un nouvel espoir fleurir dans son cœur. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il croyait qu'un avenir meilleur était possible. Par une froide matinée d'hiver parisien, Sophie apparaît dans l'abri de fortune de Jean-Pierre, avec une étincelle dans les yeux qui révèle une nouvelle importante. « Jean-Pierre, j'ai quelque chose à te dire », dit-elle avec un sourire contenu sur les lèvres. Jean-Pierre, curieux, a arrêté d'organiser ses canettes et s'est tourné vers le jeune journaliste qui avait tant marqué sa vie ces dernières semaines. « Un de vos anciens élèves a lu mon article et veut vraiment vous aider », a poursuivi Sophie en s'asseyant à côté de lui. Jean-Pierre, surpris, avait du mal à croire ce qu'il entendait. « Comment s'appelle-t-elle » a-t-il demandé, la voix étranglée par l'émotion. « Camille » a répondu Sophie, « elle est désormais une avocate à succès et veut s'occuper de tous les aspects juridiques pour garantir que vous ayez un logement permanent et l'accès à vos droits. » Jean-Pierre resta silencieux un moment, absorbant l'information. Il se souvient de Camille, une élève brillante et déterminée. « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un se souviendrait de moi après tout ça », a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. Sophie lui prit la main et sourit. « Vous avez fait une différence dans la vie de nombreuses personnes, Jean-Pierre. Il est temps pour eux de redonner. » Le lendemain, Camille arrive au refuge de Jean-Pierre avec une expression déterminée. « Professeur, c'est un honneur de vous revoir », dit-elle en le serrant affectueusement dans ses bras. Jean-Pierre lui rendit son étreinte, reconnaissant pour ses retrouvailles inattendues. « Camille, tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi », dit-il avec émotion. Les voisins, désormais solidaires et pleins d'empathie, ont commencé à travailler ensemble pour rénover un petit appartement pour Jean-Pierre. François a dirigé les efforts, appelant tout le monde à l'aider. « Nous devons faire cela pour lui », a déclaré François lors d'une réunion communautaire. « Jean-Pierre mérite un foyer décent et tout notre soutien. » Pendant des semaines, le quartier a travaillé sans relâche. Ils ont peint les murs, réparé la plomberie et fait don de meubles. Chacun a contribué autant qu'il a pu, transformant l'appartement en une maison chaleureuse et accueillante. Jean-Pierre, qui suivait les progrès avec reconnaissance, avait hâte du jour du déménagement. Les voisins murmuraient entre eux, les uns embarrassés, les autres avec des expressions de culpabilité. Sophie, la journaliste qui a écrit l'article, était également présente et regardait avec intérêt. « Que proposes-tu, François ?» a demandé Madeleine, une femme âgée qui vivait dans le quartier depuis des décennies. « Il faut aider Jean-Pierre à sortir de la rue. Nous pouvons lui offrir du soutien, des ressources, peut-être même lui trouver un endroit où vivre, » a suggéré François, essayant de lui donner confiance. Les voisins ont commencé à discuter d'idées possibles et bientôt une vague de solidarité a envahi la pièce. Madeleine a proposé d'organiser une collecte de fonds. Jacques, un jeune menuisier, propose de rénover un petit appartement inoccupé. Sophie a suggéré qu'il pourrait lancer une campagne de soutien par l'intermédiaire du journal. Jean-Pierre, qui était assis dans un coin, regardait tout avec les larmes aux yeux. Il n'aurait jamais imaginé que ceux qui le ridiculisaient autrefois se rassembleraient désormais pour l'aider. « Je ne sais pas comment vous remercier tout, » dit Jean-Pierre, la voix étranglée par l'émotion. « Je ne m'attendais pas à ça. Merci du fond du cœur. » La réunion s'est terminée par un plan d'action clair. Les voisins étaient déterminés à donner une nouvelle chance à Jean-Pierre et il sentit un nouvel espoir fleurir dans son cœur. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il croyait qu'un avenir meilleur était possible. Par une froide matinée d'hiver parisien, Sophie apparaît dans l'abri de fortune de Jean-Pierre, avec une étincelle dans les yeux qui révèle une nouvelle importante. « Jean-Pierre, j'ai quelque chose à te dire », dit-elle avec un sourire contenu sur les lèvres. Jean-Pierre, curieux, a arrêté d'organiser ses canettes et s'est tourné vers le jeune journaliste qui avait tant marqué sa vie ces dernières semaines. « Un de vos anciens élèves a lu mon article et veut vraiment vous aider », a poursuivi Sophie en s'asseyant à côté de lui. Jean-Pierre, surpris, avait du mal à croire ce qu'il entendait. « Comment s'appelle-t-elle » a-t-il demandé, la voix étranglée par l'émotion. « Camille » a répondu Sophie, « elle est désormais une avocate à succès et veut s'occuper de tous les aspects juridiques pour garantir que vous ayez un logement permanent et l'accès à vos droits. » Jean-Pierre resta silencieux un moment, absorbant l'information. Il se souvient de Camille,
une élève brillante et déterminée. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un se souviendrait de moi après tout ça, a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. Sophie lui prit la main et sourit. Vous avez fait une différence dans la vie de nombreuses personnes, Jean-Pierre. Il est temps pour eux de redonner. Le lendemain, Camille arrive au refuge de Jean-Pierre avec une expression déterminée. Professeur, c'est un honneur de vous revoir, dit-elle en le serrant affectueusement dans ses bras. Jean-Pierre lui rendit son étreinte, reconnaissant pour ses retrouvailles inattendues. Camille, tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi, dit-il avec émotion. Les voisins, désormais solidaires et pleins d'empathie, ont commencé à travailler ensemble pour rénover un petit appartement pour Jean-Pierre. François a dirigé les efforts, appelant tout le monde à l'aider. Nous devons faire cela pour lui, a déclaré François lors d'une réunion communautaire. Jean-Pierre mérite un foyer décent et tout notre soutien. Pendant des semaines, le quartier a travaillé sans relâche. Ils ont peint les murs, réparé la plomberie et fait don de meubles. Chacun a contribué autant qu'il a pu, transformant l'appartement en une maison chaleureuse et accueillante. Jean-Pierre, qui suivait les progrès avec reconnaissance, avait hâte du jour du déménagement. Enfin, le grand jour est arrivé. Jean-Pierre, les larmes aux yeux, entre dans sa nouvelle maison. Je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour voir ça, a-t-il déclaré avec émotion. Les voisins ont applaudi, se sentant accomplis d'avoir fait quelque chose d'aussi important. Mais le moment le plus surprenant était encore à venir. Camille, l'air sérieux, demande à parler à Jean-Pierre en privé. « Professeur, il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-elle en lui tenant les mains. Jean-Pierre, intrigué, hocha la tête. « Qu'est-ce qu'il y a, Camille » demanda-t-il anxieusement. Camille inspira profondément avant de révéler la vérité. « Je suis votre fille, professeur. Vous pensiez que j'étais morte dans l'incendie, mais j'ai survécu. J'ai été sauvée par une famille qui m'a adoptée et ce n'est que récemment que j'ai découvert ma véritable identité. » Jean-Pierre était pâle et sans voix, essayant d'assimiler la révélation. « Ma fille » murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. Camille hocha la tête, émue elle aussi. « Oui, papa. Je suis si heureuse de te retrouver enfin. » Jean-Pierre la serra fort dans ses bras, ressentant un mélange d'émotions qu'il pouvait à peine décrire. « Je pensais t'avoir perdu pour toujours, » dit-il en sanglotant. « Mais le destin nous a réunis à nouveau. » La révélation a réuni tout le monde dans un moment de pure émotion et de rédemption. Les voisins, témoins de ces retrouvailles, se sentaient encore plus connectés et déterminés à soutenir Jean-Pierre et Camille dans tout ce dont ils avaient besoin. L'histoire de Jean-Pierre, qui a commencé dans des difficultés et des humiliations, a trouvé une fin inattendue dans le bonheur et l'unité. Non seulement il a trouvé un foyer, mais il a également retrouvé une partie de sa famille qu'il pensait avoir perdue à jamais. À partir de ce jour, Jean-Pierre n'est plus seulement un collectionneur de canettes, il était un symbole de résilience, d'amour et de force de l'esprit humain.